Habitat, santé, service à la personne, financement, la perte d'autonomie peut faire de chaque aspect de la vie un casse-tête. Le résoudre plutôt que d'en faire une fatalité, ça dépend de nous. Cap sur l'horizon 2050, lorsque la France comptera 4 millions de personnes âgées en perte d'autonomie. En donnant la parole aux acteurs d'aujourd'hui, nous imaginerons ce dont leur quotidien sera fait. Cette semaine, nous donnons la parole à Alexandre Faure, entrepreneur dans la silver economy et fondateur du site MediaSuite Home, Odile Marconnet, ergothérapeute au Crédat, et Alexandre Petit, président et fondateur d'Alogia Group. Si aménager son habitat permet de bien vivre à tous les âges de la vie, les technologies occuperont une place plus importante pour améliorer la gestion du foyer. Grâce à nos intervenants, nous tenterons de savoir si l'habitat de demain pourra permettre à tout un chacun d'être autonome, et ce, jusqu'à la fin de sa vie. Si une majorité de Français souhaitent vieillir à domicile, le parc immobilier actuel propose assez peu d'habitats adaptés pour les personnes âgées. Alexandre Petit, président et fondateur d'Alogia Group. Les derniers sondages en date, et notamment ceux de l'IFOP, estiment qu'aujourd'hui, 85% des Français qui sont interrogés, ils souhaitent vieillir à domicile. Et quand on parle des Français, on ne parle pas uniquement des seniors, c'est-à-dire que vous, moi, on souhaite tous bien vivre chez nous en confort, en sécurité et en bien-être. Et en particulier quand on vieillit, puisque le logement devient bien sûr un lieu auquel on vit au quotidien. C'est un enjeu majeur pour nous parce qu'on considère que c'est notre patrimoine de santé le plus cher. La dernière étude en date que je citerai, elle remonte à 2013. C'était une étude qui avait été faite par l'Agence nationale de l'habitat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui soulignait qu'en France, 6% du parc immobilier uniquement est adapté aux plus de 65 ans et que la France est en retard, notamment par rapport à ses voisins européens, comme le Danemark, où c'est 12%, ou encore les Pays-Bas, où c'est 16%. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne veut pas d'un habitat stigmatisé handicap. Et pendant longtemps, on a considéré que les habitats PMR répondaient à la problématique du vieillissement et que 10% d'habitats PMR, ça nous permettait de pouvoir loger aussi les seniors, alors que le handicap et le vieillissement, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Les habitats labellisés seniors, c'est compliqué parce que tout le monde considère qu'un senior, c'est pas lui, c'est la personne d'au-dessus. Moi, j'ai pu voir notamment des gens de 95 ans visiter des EHPAD et partir en disant ici, c'est pour les vieux. Donc, l'habitat senior, finalement, il parle vraiment à personne. Et on ne veut pas un habitat stigmatisant. Ce qui est important, à mon avis, dans le type d'habitat demandé souhaité, c'est de bien considérer qu'on ne parle pas du logement. À savoir, on ne parle pas de qu'est-ce que je veux à partir du moment où j'ouvre ma porte pour rentrer chez moi. On parle vraiment d'habitat avec un grand H, à savoir, c'est mon logement, c'est mes parties communes, c'est l'accessibilité de ma résidence, mais c'est aussi la connectivité à mon quartier, ma mobilité, les services qui sont diffusés dans mon habitat, la mise en place de solutions, la mise en place d'aides. Et donc, de manière générale, sur quelles sont les évolutions qu'on pourrait imaginer par la suite, je pense que la principale évolution dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir des habitats qui soient adaptés à leurs habitants et d'avoir des habitats qui soient adaptés à la perte d'autonomie parce qu'on est très en retard en France sur ce sujet et que l'habitat, c'est là qu'on veut bien vivre, bien vieillir, en tout cas pour 85% des Français, chez soi. Un constat partagé par Alexandre Faure, entrepreneur dans la silver economy, pour qui l'arrivée des papy-boomers constituera un défi supplémentaire si l'on n'adapte pas massivement les logements au bien vieillir. Le logement neuf qui est contraint par la loi à être soit adapté, soit adaptable, ça concerne seulement 400 000 logements par an nouveaux, qui ne sont pas tous destinés aux personnes âgées, bien entendu. Et donc, on voit qu'il y a un volant très, très important parce qu'au rythme actuel de l'adaptation des domiciles qui est faite soit par les individus eux-mêmes, soit par les organismes qui travaillent avec les collectivités, il faudrait plusieurs décennies pour adapter tout le parc de logements. La vague de personnes âgées, fragiles, donc les boomers qui vont passer à l'âge de la fragilité, ça va commencer dans les 5 années qui viennent. Et donc, on a un enjeu majeur sociétal d'adaptation du logement particulier au vieillissement pour répondre aux souhaits majoritaires des Français qui est de vieillir chez eux. La volonté d'adapter son habitat à défaut d'en changer peut s'expliquer par le sentiment de propriété d'un espace qui est le fruit d'une construction, mais aussi d'une histoire. C'est ce que constate Odile Marconnet, ergothérapeute au Crédat. Alors les personnes âgées que je rencontre, toutes veulent rester chez elles. Donc la forme d'habitat, c'est celui où elles sont actuellement. Au total, on fait à peu près 300 visites par an. Et à chaque fois, je veux rester chez moi, c'est clair et net.
On peut remarquer aussi, c'est que plus de la moitié sont propriétaires, même si ce sont des propriétaires qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas les moyens d'entretenir ce logement, ils sont quand même propriétaires. Donc, je pense que c'est aussi un facteur qui permet de dire que ces personnes ont vécu longtemps, c'est quelque chose qu'elles ont construit au fil du temps et souvent de leur vie professionnelle et qu'ils ne sont pas prêts d'en partir. Donc, quand elles vont aller dans une autre structure, c'est vraiment parce qu'elles ne pourront pas faire autrement. C'est des personnes qui n'envisagent pas d'aller ailleurs, qui n'envisagent pas forcément d'aller retrouver leurs enfants. Et ce qui se passe aussi, ce qui est intéressant, c'est quand elles ont des maisons, des grandes maisons, dans lesquelles elles se retrouvent seules, il arrive que ce n'est pas l'enfant qui vient emménager, mais le petit enfant, enfin le petit-fils ou la petite-fille. Et donc il y a là du coup, comme je disais tout à l'heure, une forme de colocation. Et les deux s'y retrouvent. Il y a un investissement du petit enfant, voilà, dans cet habitat, ce qui réjouit évidemment la personne âgée. Adapter son habitat, c'est aussi faire le choix de vivre autrement. En témoignent les habitats collectifs avec Alexandre Faure, entrepreneur dans la silver economy. Si on met de côté l'habitat particulier, qui est le type majoritaire aujourd'hui, on a quand même la plupart des seniors qui vivent chez eux, des habitats collectifs, en fait, pour personnes âgées, on peut les classer en 4 familles. La première famille, c'est l'habitat médicalisé, qu'on connaît sous le nom d'EHPAD, qui est perçu souvent plutôt comme une institution, comme un habitat, mais dans les faits, les résidents en EHPAD, c'est là-bas qu'ils habitent, quoi, même s'ils y passent un temps réduit. Ensuite, on a ce qu'on appelle les résidences. Donc, c'est ce que la loi d'adaptation de la société au vieillissement qualifie de résidence. Donc, c'est d'un côté les résidences services seniors, qui sont des établissements privés commerciaux, et de l'autre côté, les résidences autonomie, qui sont des établissements soit associatifs, soit gérés par des bailleurs sociaux, soit publics. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la résidence. La particularité de la résidence, surtout de la résidence service, c'est que, comme son nom l'indique, elle propose des services qui sont packagés. Donc ça veut dire que dans le loyer que vous payez, vous avez une partie qui est dévolue à des services qui sont collectifs, et vous pouvez en outre solliciter des services complémentaires que vous payez à titre individuel. Aujourd'hui, il y a à peu près 800 établissements qui sont créés en France et on pense qu'il y en aura à peu près 1000 d'ici 2025. Donc, c'est un volume très important. Et aujourd'hui, c'est avec les EHPAD le type d'établissement collectif pour seniors qui est le plus connu par la population. On a l'habitat partagé. Donc, l'habitat partagé, c'est un habitat collectif qui est administré par un tiers. Alors, ça peut être commercial, associatif ou parc social. Le point commun à ces 3 premiers habitats, c'est des projets qui sont montés par des tiers qui vont pas habiter dedans. Après, la 4e famille d'habitats collectifs, c'est des projets qui sont pensés par leurs habitants dans une projection en préparation justement d'un vieillissement ou pour lutter contre l'isolement ou pour essayer d'imaginer une autre forme de vie une fois la retraite arrivée. Donc, on a de la colocation, par exemple. Donc, la colocation, c'est plusieurs personnes qui se mettent ensemble pour habiter un bien immobilier. On a le cohabitat, l'habitat coopératif, l'habitat participatif. C'est des formats qui ont une certaine renommée en ce moment, mais qui, dans les faits, concernent assez peu de gens. C'est un choix de vivre ensemble qui requiert un fort niveau d'implication individuelle pour justement faire vivre un collectif. Et c'est un niveau de vie en communauté qui n'est pas ancré dans la culture populaire française. C'est pas quelque chose qu'on a dans le sang, quoi. Donc même si c'est des projets qui sont très séduisants, ça reste des projets qui intéressent une certaine catégorie de la population, mais pas tout le monde, quoi. Le point commun, c'est que c'est des habitats collectifs pour seniors. Et en fait, le seul point commun, c'est ça. La résidence-service, ça s'adresse à des seniors qui recherchent un mode de vie un peu hôtelier. Les cohabitats, c'est des formats pour des gens qui recherchent une forme de vie un peu communautaire. Et puis, vous avez des personnes qui recherchent simplement un logement plus sûr, mais qui n'ont pas envie pour autant d'avoir une vie collective. Et pour celles-là, aujourd'hui, il n'y a pas forcément une réponse évidente. Adapter son habitat, c'est aussi se doter de l'équipement nécessaire pour pouvoir continuer ses activités. Odile Marconnet, ergothérapeute au Crédate.
En tant qu'ergothérapeute, en fait, on observe la personne dans son lieu de vie et dans les activités et la manière dont elle le fait. Donc, pour pouvoir réaliser ces activités, je pense que l'humain a toujours trouvé des outils et l'aménagement du lieu de vie, au sens où on a besoin de matériel pour continuer à avoir des activités, n'est pas du tout récente et ça a toujours évolué avec le temps, avec les nouvelles activités, avec les activités qui engendrent des nouvelles façons de faire, que ça soit une personne d'ailleurs en perte d'autonomie ou pas. En tant qu'ergothérapeute, on va plutôt s'attacher à l'adaptation, c'est-à-dire à la personne, au cas singulier de la personne, mais l'évolution législative a permis d'avoir ces normes d'accessibilité qui donnent en principe un accès au plus grand nombre. En fait, la demande, elle n'émerge pas rarement de la personne. Elle parle pas forcément de forme d'habitat, mais les personnes parlent de l'espace qu'elles vont avoir besoin pour réaliser leurs déplacements, pour réaliser la manière de se nourrir, pour réaliser leurs toilettes. Donc, c'est vrai que les 3/4 des aménagements, ça va être des salles de bain quand on intervient à domicile. Ça va être de temps en temps aussi des aménagements de cuisine. Mais voilà, ça va être des formes d'espace qui vont peut-être être légèrement modifiées ou complètement modifiées. C'est emménager au rez-de-chaussée et que la personne vivait au premier étage, ou c'est changer une chambre en système de salle de bain parce qu'il n'y a pas de salle de bain à l'étage. L'évolution, c'est comment je peux faire évoluer mon habitat actuel pour pouvoir y vivre le plus longtemps possible. Quand la personne va déménager dans un espace, on va dire, plus accessible, ça va être selon un choix, parce que je suis trop éloignée du centre-ville pour pouvoir faire mes courses et je n'ai pas de moyens de transport organisés par la ville, par exemple. Il y a beaucoup d'inégalités par rapport à ça dans les villes. Donc, je vais déménager pour me rapprocher du centre-ville, ou je vais déménager parce que ma salle de bain, elle est vraiment inaccessible. Je vais déménager parce que je me sens pas en sécurité chez moi. Les personnes souhaitent plutôt des aménagements de leur espace de vie actuel pour pouvoir rester chez elles. En partant du principe qu'un habitat aménagé puisse répondre aux besoins du grand âge, pourrait-on imaginer que l'habitat de demain pourra se suffire à lui-même et éviter de finir en EHPAD ? Réponse d'Alexandre Petit, président et fondateur d'Alogia Group. Moi, je pars du principe que l'objectif, c'est qu'on ait un vrai parcours finalement résidentiel qui soit adapté à chacun des moments de vie. On a trop souvent pensé en France, vieillissement égale EHPAD, alors que l'EHPAD est une brique d'une chaîne de valeur. Et pour moi, c'est la dernière brique de cette chaîne de valeur et elle est essentielle. Mais quand on parle d'habitat aménagé qui peut se suffire lui-même et permettre à tout à chacun de ne pas passer par la case établissement spécialisé, c'est plutôt que d'éviter la case établissement spécialisé, d'être au bon habitat au bon moment. L'habitat, il doit être tout d'abord connecté au territoire. Il doit être bienveillant et donc il doit être en capacité d'accueillir des services de la personne âgée, de l'information, de l'orientation, des services à domicile, des activités du bien vieillir. Tout le sujet du lien social est un sujet majeur. Le sujet de la sécurité, le sujet des soins dans les logements, le sujet de la coordination des services. Mais il y a aussi un pan qu'il ne faut pas oublier dans l'habitat, c'est celui des aidants. Parce qu'aujourd'hui, un habitat, c'est un lieu de vie pour une personne, mais ça peut aussi être le lieu d'accompagnement d'un aidant familial et ça peut être le lieu de travail d'un aidant professionnel. Donc pour moi, les solutions de demain, elles seront connectées au territoire et elles répondront non pas à une dynamique centrée uniquement autour de la personne, mais vraiment centrée autour de la personne et de ses aidants, et pas dans son logement à proprement parler, mais vraiment dans son habitat connecté au quartier avec de la mobilité et tous les services qui permettent et favorisent le bien vieillir à domicile. S'il devait y avoir autant d'habitats que de moments de vie, l'habitat de demain devra être connecté pour permettre à ses résidents de garder le lien avec son environnement extérieur, ce qui suppose d'intégrer les nouvelles technologies au sein de son foyer. Alexandre Faure, entrepreneur dans la Silver Economy. La seule innovation de rupture qu'on pourrait attendre, c'est une généralisation de la domotique et de la smart home, mais pour le moment, ce n'est pas encore vraiment rentré dans les mœurs. Ça reste pour le moment des usages un peu éclatés, et donc le fait de faire de la smart home
soit vous êtes dans des résidences ou dans des habitats collectifs qui sont conçus comme ça, qui ont conçu en fait une maison connectée, une maison intelligente avec tous les services qui sont interconnectés. Mais si vous êtes un particulier, le fait d'adopter des outils domotiques et de les connecter à travers un système de maison intelligente, c'est pas à la portée du premier venu. Même s'il y a des organismes qui proposent de faire l'installation, ça reste difficile à appréhender. Reste à savoir l'usage qui pourra en être fait. Odile Marconnet, ergothérapeute au Crédate. Je pense que l'outil connecté n'est pas une solution en soi, c'est un moyen. Donc, ce moyen, comme toutes les autres aides techniques, comme tous les autres aménagements, ça va être quelque chose qu'il faut évaluer avec la personne, évaluer ses besoins. Cet outil connecté, à quoi il va servir? Il va servir à me surveiller. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que justement juste la visite de ma voisine qui regarde que mes volets sont ouverts suffira pour assurer ma sécurité? Est-ce que cet outil connecté va m'aider pour faire mes papiers administratifs? De plus en plus, on n'aura pas le choix. Donc là, j'en ai réellement besoin. Donc du coup, je pense que l'évaluation, enfin pas que d'ergothérapeutes, mais en tous les cas des gens qui vivent au quotidien aussi auprès de la personne, va permettre de savoir quels sont les besoins de la personne et quelles sont ses capacités à utiliser cette connexion. Actuellement, on voit bien la panique des personnes face à un téléphone un peu trop sophistiqué où il y a 50 000 applications où elle va s'en servir que de 3 et elle a peur de pas utiliser le téléphone comme il faut et de pas savoir, rien que pour avoir un appel ou enregistrer des messages, ça devient vite compliqué. Donc je pense que c'est vraiment en fonction du besoin de la personne et d'adapter cet outil par rapport à son besoin. Construire l'habitat connecté de demain, c'est aussi prendre en compte une longévité inédite et avec elle une part d'inconnu. Alexandre Faure, entrepreneur dans la Silver Economy. Ce qui se passe aujourd'hui dans le logement senior, c'est qu'on a une prise de conscience des acteurs de la Silver Economy et de l'habitat senior de l'enjeu. On a une réponse du marché par rapport à une situation qui est un peu critique, quoi, par rapport justement au nombre d'habitats adaptés. Et puis, on a aussi une grande inconnue parce que finalement, la situation qu'on vit actuellement avec le vieillissement, elle est inédite. Et en fait, aujourd'hui, on n'est pas encore vraiment dedans. Donc, on ne se rend pas compte de ce que ça va être que le moment où la part de la population de plus de 75 ans sera supérieure à la part de la population de moins de 25 ans. Les acteurs institutionnels et l'État, en fait, ont quand même un rôle important à jouer pour être facilitateurs justement sur les aspirations et pour faire évoluer les modèles. En revanche, là où je pense il y a une marge de progression importante et il y a des acteurs qui sont prêts justement à passer à la vitesse supérieure, c'est sur l'évolution des services déjà existants. La téléassistance, c'est un secteur très innovant dans lequel les acteurs en place font en permanence des recherches et sortent en permanence des produits qui sont plus adaptés à la population actuelle. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que pour un téléassisteur, l'âge idéal pour s'équiper en téléassistance, c'est 75 ans, puisque c'est ce qu'on appelle l'âge de la fragilité. Donc, c'est l'âge auquel surviennent en fait les premières difficultés qui annoncent la perte d'autonomie. Et dans les faits, l'âge auquel on s'équipe en téléassistance, c'est plutôt autour de 80-83 ans. Les spécialistes de la téléassistance qui fabriquent aujourd'hui et qui distribuent ces systèmes pensent qu'il faudrait rajeunir la population, leur clientèle. Et comment on fait pour rajeunir la clientèle? En proposant des équipements qui parlent à une clientèle plus jeune que les équipements de téléassistance classiques. L'autre exemple auquel je pense, c'est toute la galaxie des services à domicile, c'est-à-dire les interventions humaines, qui eux aussi sont indispensables, le resteront et doivent évoluer pour répondre à une évolution de la demande, une évolution des mœurs, des attentes des personnes âgées par rapport à ce qu'ils peuvent apporter. Ces services sont aux premières loges pour détecter des problèmes et pour être aussi force de proposition auprès de leurs bénéficiaires sur les solutions adaptées. Donc, tout l'enjeu sur des prochaines années, c'est d'arriver justement à simplifier
les organisations et rendre en fait ce maintien à domicile jusqu'au bout de la vie plus facile, plus facile pour tout le monde. Construire l'habitat connecté de demain, c'est aussi soutenir le développement des innovations technologiques grâce aux actions des acteurs publics et privés. Alexandre Petit, président et fondateur d'Alogia Group. On va dire que si on parle du vieillissement et en particulier de l'innovation dans l'habitat à destination des personnes pour bien vieillir, les institutions majeures qui interviennent sur ce sujet, ce sont bien sûr les départements en tant que chef de file demain des politiques de l'autonomie sur les territoires et qui financent déjà des innovations via les conférences des financeurs notamment, et qui vont demain diffuser des services et des aides à destination de tous les publics autonomes. Et donc, ils seront vraiment chefs de file. Ils auront un vrai rôle de coordination de la politique de l'autonomie sur les territoires. Les ARS, les agences régionales de santé, auront ce rôle sur le secteur médico-social, en particulier les EHPAD, mais aussi dans la coordination des soins, dans l'innovation numérique pour un meilleur parcours de soins et une meilleure relation entre la ville, l'hôpital et potentiellement les établissements spécialisés. En parlant des villes, les CCS, les centres communaux d'action sociale, ont un rôle aujourd'hui majeur d'accompagnement social et de gestion parfois d'établissements, de diffusion de la politique et de services aux citoyens. Les mutuelles, les prévoyances, en passant du côté du secteur privé, à la fois via les complémentaires santé ou les solutions de prévoyance, pourront accompagner aussi avec des services qui demain évolueront beaucoup. Et en fonction de ce qui se dira sur la 5e branche, devront aussi prendre part au financement de l'autonomie, potentiellement en prévention. Et enfin, les groupes de protection sociale, pour moi, ont un rôle majeur de coordinateur de solutions et de services du bien vieillir, puisqu'ils sont connectés par nature à leurs bénéficiaires. Ils diffusent déjà aujourd'hui des services d'action sociale. Ce sont eux qui, justement, sur ce budget, entre guillemets, d'action sociale, permettent à certaines innovations de se développer, de se tester. C'est eux qui investissent les centres d'innovation. C'est eux qui sont un petit peu à la pointe de ces sujets et de l'accompagnement en investissement au test et au développement des nouveaux produits. Et demain, leurs services d'action sociale auront un rôle majeur de coordination et peut-être de coordination globale de tous les sujets pour bien vieillir. Et parce qu'il n'y a pas de progrès sans médiation, les institutions publiques et privées auront également un autre rôle à jouer, la prévention. Alexandre Faure, entrepreneur dans la Silver Economy. Il y a beaucoup de raisons qui voudraient expliquer le fait qu'on ne soit pas un peuple très préventif, quoi. On ne s'équipe pas de façon préventive, qu'on n'anticipe pas la perte d'autonomie, etc. Je ne sais pas démêler qui a raison, qui a tort, mais le fait est qu'on n'est pas très préventif. Mais en revanche, ce qu'on constate, c'est que dans les domaines où il y a une communication et une action préventive de l'État depuis des décennies, au bout d'un moment, ça finit par payer. Par exemple, l'hygiène bucco-dentaire, c'est un domaine sur lequel on était assez mauvais après la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a énormément de travail de prévention qui a été fait, notamment à travers de la sensibilisation au milieu scolaire, à travers beaucoup de sensibilisation auprès des médecins. Et aujourd'hui, les enfants ont une meilleure hygiène bucco-dentaire que les enfants d'il y a 40 ans. Donc, le fait est que finalement, c'est les efforts qui ont été faits par l'État, par les institutions, par la sécurité sociale, par le corps médical, etc., ont payé. L'habitat de demain ne sera donc pas qu'un simple logement aménagé, mais un véritable espace de vie qui devra compter sur une politique de prévention et de patrimoine de santé, l'objectif étant d'assurer le bien vieillir de ses résidents. Alexandre Petit, président et fondateur d'Alogia Group. Il faut qu'on passe d'un modèle curatif à un modèle préventif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on intervient beaucoup au moment d'un épisode de rupture qui souvent se traduit par une chute, potentiellement un passage à l'hôpital, et puis là, on rentre à domicile, et là, c'est le parcours du combattant. On est tous démunis, et je pense qu'on l'a tous touché de près ou de loin en tant qu'aidant ou en tant que personne. C'est très compliqué de s'y retrouver. Et donc, il y a un vrai besoin d'avoir un rôle de coordinateur et d'intervenir en prévention demain. C'est-à-dire que notre objectif, ça doit à tous être d'éviter ce fléau que peut être la chute ou l'événement de rupture qui augmente la perte d'autonomie de façon exponentielle. Et donc, en intervenant en prévention, on pourra permettre d'éviter cette chute et donc de bien vieillir à domicile, ou en tout cas cet événement de rupture.
Et ça, je pense que c'est le rôle des politiques. Et d'ailleurs, la stratégie nationale 2018-2022 s'intitule la révolution de la prévention. Donc, on est sur ces sujets. Et le deuxième point qui est essentiel pour moi, c'est que demain, il faudra vraiment qu'on considère l'habitat comme un patrimoine de santé finalement. L'habitat, c'est là qu'on veut vieillir, c'est là que les services devront être accessibles. C'est ce qui nous connecte à notre quartier, à notre territoire. L'habitat avec un grand H et pas forcément le logement, et un habitat qui doit être bienveillant à la fois pour les personnes, mais aussi pour leurs aidants familiaux et pour ceux qui y travaillent, les aidants professionnels, parce que ça, c'est un enjeu qui est majeur pour moi, même au sein de l'habitat. Et donc, comme c'est le patrimoine de santé le plus cher qu'on ait en France, je pense qu'il faut vraiment investir pour qu'on puisse avoir des habitats bienveillants, où il fait bon vivre et il fait bon vieillir aussi, sans oublier la dimension de l'énergie qui est primordiale quand on parle de santé dans l'habitat. Comme on a pu l'entendre, continuer à vivre à domicile, même en cas de dépendance liée à l'âge, est une aspiration très largement partagée. Au-delà de l'enjeu de l'adaptation des logements, face auquel la France ne semble pas en avance, que dit cette aspiration de nous ? On peut d'abord y voir le souhait de continuer à maîtriser son destin, par opposition aux habitats collectifs perçus comme trop impersonnels. Or, c'est bien souvent le domicile même qui provoque la perte d'autonomie. Pour en faire un gage d'autonomie au grand âge, il ne s'agit donc pas seulement d'adapter et d'équiper son habitat, mais de l'ancrer dans son environnement pour permettre à l'individu de demeurer inclus dans la société, de bénéficier de soins et de services adaptés. Concernant son aménagement, la diversité des situations interdit d'envisager une solution standard, bien que la technologie regorge d'outils et que les Français y soient très favorables. 81% des Français de 35 à 55 ans, interrogés dans le cadre de notre enquête en 2021, estiment qu'elle les aidera à suivre leur santé et à adapter leur logement à leur vieillissement. Il s'agira plutôt d'un habitat qui ira de pair avec l'état et les souhaits de l'individu, allant jusqu'à être considéré comme partie intégrante de son patrimoine de santé. Quant à élever les politiques en faveur de l'habitat des personnes âgées au rang de véritables politiques de prévention, ça dépend de nous.